l'IA, elle n'a pas justement cette humanité, ces erreurs qu'ont pu avoir Petit Goku, tous mes personnages qui étaient hyper naïfs, qui grandissaient avec eux. T'as Gohan qui arrive et qui est pas sûr de lui, qui sait pas trop comment il va grandir. Chaque enfant a le droit de s'identifier à ces personnages-là. Je pense qu'on ne peut pas, quand on est petit, s'identifier à une IA. On ne peut pas s'identifier à une machine qui nous parle. Développeurs de jeux vidéo, youtubeurs, auteurs, doubleurs. À l'instar du monde entier, le microcosme de la vidéo est chamboulé par le développement très rapide de l'intelligence artificielle. Après la grève des auteurs à Hollywood en 2023, les consultants de CVL Economics ont annoncé dans une étude que plus de 200 000 emplois audiovisuels étaient menacés par l'IA dans le monde. Dans le secteur du jeu vidéo, 10 000 emplois sont déjà supprimés chaque année depuis 2024, tandis que la filière se porte mieux que jamais, notamment grâce à l'IA. En France, ce sont surtout les comédiens de doublage qui montent au créneau. Ils déplorent un grave danger pour 15 000 emplois et réclament des garanties afin que leur voix ne soit pas exploitée sans leur consentement. Selon le CNC, les poids lourds du cinéma français vont pouvoir se permettre d'investir des moyens conséquents dans ces outils, tandis que les plus petits vont devenir les gardiens de savoir-faire en voie de disparition. Mais l'étude anticipe aussi une démocratisation de la création audiovisuelle au cours des prochaines années. Alors, l'IA va-t-elle remplacer la vidéo? Faut-il s'en méfier? Existe-t-il une façon intelligente de s'en servir? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur l'impact de l'intelligence artificielle dans l'audiovisuel. Bonjour, bienvenue dans On vous en dit plus, je suis votre hôte, et aujourd'hui nous parlons IA avec en plateau avec nous, Mark Zuckerberg et Louis XV. Vous pensiez que c'était moi? Eh bien non, le moi que vous avez vu à l'instant, c'était de l'intelligence artificielle et c'est bluffant. À partir d'une simple photo et d'un texte, nous avons créé un personnage qui parle et qui présente l'émission. Bon là maintenant, je vous rassure, c'est vraiment moi et vous l'aurez compris, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Une IA qui ne se contente plus d'assister mais qui crée. Alors une question dérange, l'IA est-elle une artiste comme une autre? Pour en parler sur notre plateau, Cécile Desèze et Mathilde Cousin, journalistes 20 minutes, et puis Enora Contant, directrice des magazines et des documentaires chez A Productions. Merci d'être avec nous. Et vous le savez, on commence toujours cette émission parce que vous pensez de cette question, c'est l'opinion publique. Alors Cécile, qu'est-ce qu'on pense de l'IA ? Alors, on peut lui demander, comme tu sais, des images loufoques ou bien très réalistes. Le cinéma s'en sert aussi pour remplacer des comédiens. Mais qu'est-ce qu'en pensent les Français? Qu'est-ce que pensent les Français de l'intelligence artificielle? Leur réponse au micro d'Antoine Boitel. Peut-être ça serait mieux, je sais pas. Au niveau des dessins animés, peut-être, effectivement. Mais pas au niveau acteur et film, là, je suis contre l'intelligence artificielle. Au niveau des doublages, il y a un sujet là-dessus, je suis contre aussi. Non, c'est pas, ça m'intéresse pas beaucoup, non. J'ai aucune idée des proportions de l'IA dans le cinéma en ce moment. J'imagine de plus en plus. Je me suis pas trop posé la question, en vérité. C'est bien plus intéressant d'avoir l'artiste en face de nous que la copie de l'artiste. Alors on l'a vu, les Français préfèrent le vrai comédien en chair et en os. Et toi Noam, est-ce que tu t'en sers de l'intelligence artificielle? Je pensais que tu allais me demander si je préférais le vrai comédien en chair et en os. Oui, je l'utilise un petit peu, mais c'est plus dans l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui va écrire mes questions et mon script, par exemple. De toute façon, dans le journalisme, c'est quand même très, très réglementé. Exactement. Et puis, si un robot commence à écrire pour nous, à quoi bon faire ce métier? On s'en va. On n'a plus rien à faire là. Mais les gens sont quand même, on le disait, et là, il le disait dans le micro-trottoir, sont quand même assez attachés à l'humain encore quand même. Bah ouais, c'est en tout cas ce que montre le succès d'une publicité que tu as sûrement vu passer. C'est une pub Intermarché, l'histoire du grand méchant loup qui devient végétarien. Ouais. Alors, belle, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller la découvrir. Elle a fait le buzz, comme on ne dit plus de nos jours, juste avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Regardez un extrait. Eh ben, sympa. Elle a fait des millions et des millions de vues. Elle a même passé le milliard fin 2025, cette pub. Et les gens apprécient la technique aussi qui a été utilisée. C'est en tout cas ce qui ressort des commentaires qu'on peut voir sur Internet. Ils sont très enthousiastes. Je vous en lis quelques-uns. Merci d'avoir utilisé des artistes humains plutôt que des trucs générés par l'IA. C'est tellement rafraîchissant. Un autre, je l'ai regardé plusieurs fois juste pour apprécier le savoir-faire. Ah, alors du coup, j'aimerais bien qu'on la regarde encore un petit peu. On peut ? On peut. Allez, on la regarde. Contre l'aventure
journaliste au sein de la rédaction de 20 minutes. C'est notre spécialiste des fake news, autrement dit des fausses informations. Son travail, eh bien, c'est de débunker toutes les fausses informations, justement. Mathilde, je disais, ton travail, finalement, c'est de débunker toutes les fausses informations. Mais ça veut dire quoi au quotidien? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bonjour Noam, mon travail au quotidien, au final, si on le résume, c'est de faire la chasse, de débusquer toutes les infos qui circulent sur le web. Alors elles prennent plusieurs formes, ça peut être de l'image détournée, ça va être de la vidéo détournée, ça va être aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de la vidéo créée par intelligence artificielle. Donc notre travail, c'est de recontextualiser tout ça, d'expliquer pourquoi ça circule, quels sont les éléments qui permettent de recontextualiser. Et t'es pas venu les mains vides? Parce que je crois que tu vas nous faire participer à un petit quiz pour savoir si on arrive ou pas à reconnaître l'IA, l'IA ou pas, justement. Mais oui, Noam, je te propose de jouer. Et vous aussi, qui vous nous regardez, mettez le son si vous êtes sur votre smartphone. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. Alors, je le reconnais, c'est Zuckerberg. Et là, de loin, j'ai l'impression que c'est vraiment lui. En fait, non, c'est un montage qui a été fait par des artistes en 2019. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, 2019, c'est pas si loin, mais en même temps, c'est la préhistoire. C'était 7 ans quand même déjà. Ouais. Et quand on compare à ce qui a été fait aujourd'hui, les progrès sont énormes. À l'époque, ces artistes britanniques, pour faire ça, ils l'ont pas fait eux-mêmes. Ils ont dû faire appel à une start-up spécialisée qui avait du personnel formé, du matériel. C'est un acteur qui double Mark Zuckerberg, donc il y a un vrai travail technique assez lourd, ça leur a pris du temps pour monter ça. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a la vraie vidéo? Oui, on a la vraie vidéo. Ah, mais on peut la regarder. Hey everyone. Today is my first day back in the office after taking parental leave. It was really special to me to be with Priscilla in August after she was born and to get to take Max on some more adventures. Mais comment on reconnaît vraiment la vraie vidéo de la fausse? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir regardé la même presque. Ouais, alors en fait, les artistes ont pris cette vidéo qui avait été tournée 2 ans auparavant, en 2017, pour une chaîne, c'est une interview pour une chaîne américaine. Et ce qui peut nous interpeller, c'est que la voix n'est pas la même. Le timbre du voix de l'acteur n'est pas exactement le même. Et dans la vidéo modifiée, on voit qu'il y a quand même un décalage assez net entre les lèvres, ce que dit Mark Zuckerberg, et le son. D'accord. Et donc là, si par exemple je mets la vraie de la fausse sur l'écran, je peux reconnaître assez facilement, du coup, avec ces petits points de repère, quelle est la vraie, quelle est la fausse. On la voit effectivement là, à l'écran. Ah oui, elles sont toutes les deux côte à côte, et on voit ce petit décalage. C'est bluffant quand même, hein? C'était plutôt bien fait. Ah ouais, c'était bien fait. On part à Hollywood maintenant, je crois, parce que tu as une deuxième vidéo à nous montrer. Oui, alors un petit voyage, vous allez voir sur des plateaux de cinéma. Allez. Bon alors, là aussi, il y a des petits indices qui me font dire que c'est de l'IA, mais en revanche, la qualité est quand même incroyable. J'ai presque l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui se balade. Ouais, c'est bien de l'intelligence artificielle, mais la qualité est bluffante. Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait en 2019 ou ces dernières années. En fait, ça, a été créé avec le dernier outil d'intelligence artificielle de Google. Et la qualité est vraiment bluffante. On voit que les transitions sont plutôt fluides, c'est plus pixelisé. Les petits défauts qu'il y avait avant sur les anciennes vidéos d'IA, c'est-à-dire des arrière-plans un peu flous, des personnages pas toujours super bien définis, des visages qui avaient des petits éléments qui clochaient, ou parfois on avait des mains avec 6 doigts, des choses comme ça. Vrai. Ici, quasiment pas. Et d'ailleurs, même si vous arrêtez, si vous faites un arrêt sur image, si vous faites juste une capture d'écran du monsieur quand il prend un selfie avec un des acteurs, on pourrait peut-être croire que c'est un monsieur qui rencontre son idole, voilà. Ouais. Mais ce qui nous interpelle là, effectivement, c'est qu'on peut se dire que c'est quand même peu réaliste de passer comme ça d'un plateau à un autre. La première image, je rencontre Clint Eastwood tel qu'il était dans les années 60. Voilà, donc il faut quand même globalement le fond. Je ne sais pas si c'était le Titanic, en tout cas c'est un bateau que j'ai vu. Voilà, oui. L'image, ça on sait que c'est pas possible. Il va se balader sur le plateau du Titanic, un film qui est sorti en 1997. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui, sur le fond, ne vont pas, mais d'un point de vue technique, sont quand même bluffants. Ça, c'est assez trompeur. Aujourd'hui, on n'est pas forcément averti par les réseaux quand c'est de l'IA ou pas de l'IA. Qu'est-ce que peuvent faire les réseaux par rapport à ça? Les réseaux sociaux, ils sont un peu ambivalents. Si on se concentre sur les principaux, ceux qui ont le plus d'utilisateurs en France, je pense à TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube,
Ils sont un peu ambivalents parce que, par exemple, Facebook et Instagram, ils appartiennent à Meta, la grande entreprise américaine. Et Meta, ils ont sorti leur outil grand public de génération d'images et de vidéos. Donc, ils contribuent à alimenter ce flot de contenu IA. YouTube appartient à Google. Google aussi a sorti un outil qui permet de créer ça. Donc, ils alimentent eux-mêmes ces flots de vidéos et d'images. Pourquoi pas ? Après, la question qui se pose, c'est nous, en tant que spectateurs ou en tant que consommateurs de ces applications, comment on peut faire ? Alors, elles ont conscience du problème, ces réseaux sociaux, ils en ont conscience. Donc, ils ont mis en place des garde-fous. Le garde-fou le plus commun à tous, c'est une sorte de petit label qui diffère un peu en fonction du réseau, mais globalement, c'est un petit label qui est apposé, qui vous dit « soyez l'usage de l'IA » ou « ça a été fabriqué avec de l'IA ». Voilà, vous avez un petit... Et ça repose un peu sur la bonne volonté des créateurs, des gens qui mettent en ligne ces vidéos. Ouais. Quand vous mettez en ligne une vidéo, par exemple sur TikTok, c'est à vous de cocher la petite case, de dire voilà, pour YouTube c'est pareil, j'ai utilisé l'IA en partie ou pour toute ma vidéo. Ah oui, donc ça c'est important de le souligner. J'ai une dernière question sur les dérives, parce qu'on sait que les municipales arrivent là, il va y avoir des enjeux dans ces municipales, et l'IA va forcément être utilisée pour tromper ou pas les gens, faire dire ou pas de vraies ou de mauvaises choses aux candidats. Quelles sont les dérives auxquelles il faut faire attention ? Un des risques, ça peut être par exemple une personnalité, un candidat ou un maire qui se représente, qui sort une vidéo compromettante sur lui. C'est que sa ligne de défense, ça va être de dire c'est l'IA, alors que la vidéo est automatique. Donc là, tout le travail de journalistique, de vérification, bien sûr, doit s'enclencher, quel que soit le cas de toute façon. On a eu un exemple assez récemment. Au mois de mai, le couple Macron s'est rendu en visite au Vietnam. Et juste à la sortie de l'avion, ils ont été filmés, Emmanuel Macron donnant une petite vite comme ça sur le visage à Brigitte Macron. La séquence tout de suite explosée sur les réseaux sociaux. Et l'Élysée, très rapidement, un peu peut-être pris de court, a réagi en disant « c'est une fabrication, ces images sont des faux ». Et en fait... les journalistes ont vérifié et ces images venaient d'une agence de presse très reconnue, authentique, qui s'appelle AP, qui est une agence de presse américaine. Donc, aucun doute sur l'authenticité des images. Donc, le risque, ça peut être celui-ci. Ou un autre risque, à l'inverse, ça peut être de voir des faux complètement fabriqués par IA qui circulent. Ce qu'on voit déjà un petit peu actuellement sur TikTok. On voit des gens qui créent des faux reportages télé, par exemple, pour dire qu'il y a telle nouvelle qui est passée alors que c'est complètement bidon. Donc on pourrait imaginer des gens qui font des faux reportages sur, je sais pas, la campagne dans une ville, de dire que la campagne a pris tel tournant alors que c'est complètement bidon. Bon, on va être attentif à tout ça. Merci beaucoup, Mathilde, d'être venue sur notre plateau, et tu reviens quand tu veux, évidemment. T'es là chez toi. Merci. À bientôt. Face à des créations générées par des algorithmes, une question inquiète particulièrement le monde de la voix et du doublage. Que devient l'interprétation humaine quand une machine peut reproduire un timbre, une émotion, une identité vocale? Pour en parler, notre journaliste Antoine Boitel a rencontré Brigitte Lecordier, figure emblématique du doublage, qui nous livre son regard sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans son métier. C'est tout de suite. Les Français commencent à connaître son visage, mais longtemps, ils n'ont connu que sa voix. C'est quand même le plus fort, Son Goku. Tu sais, tu devrais abandonner. Je voudrais pas te faire trop mal. La puce perdait. La puce en colère. Attrape le pouls. La comédienne de doublage Brigitte Lecordier est bien connue pour avoir prêté sa voix aux personnages de Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais également des petits animaux sympathiques du podcast Les Bestioles sur France Inter. Mais même elle s'inquiète dorénavant des effets que l'IA va avoir sur son métier et sur la construction du cerveau de son premier public, les enfants. Ça les rendra certainement abrutis, je pense, hein. Mais en dehors de ça, une IA, elle n'a pas justement cette humanité, ces erreurs qu'ont pu avoir Petit Goku, tous mes personnages qui étaient hyper naïfs, qui grandissaient avec eux. T'as Gohan qui arrive et qui est pas sûr de lui, qui sait pas trop comment il va grandir. Chaque enfant a le droit de s'identifier à ces personnages-là. Je pense qu'on peut pas, quand on est petit, s'identifier à une IA. On peut pas s'identifier à une machine qui nous parle. Quand je fais les petites bestioles sur France Inter, j'imagine la bestiole, comment elle est,
comment elle a un grand bec, alors je vais me mettre ma bouche en avant, et du coup, je ne vais pas parler comme pareil. Et puis, il ne voit pas très bien, alors je vais avoir du mal. Et tout ça, ça construit un personnage, en fait. Et c'est une industrie artisanale. Il y a plein de petits métiers. Il y a la calligraphie, les ingénieurs du son, il y a les auteurs, il y a les traducteurs, il y a les comédiens, il y a les studios, il y a les producteurs. C'est une fourmilière, notre métier. C'est 15 000 emplois, l'air de rien. Le doublage génère quand même 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Donc, qu'est-ce qu'on va toucher? Une industrie qui fonctionne très bien. Ça va, ouais. Je parlais aux Ça va vraiment être désagréable, ce mec. Au célèbre studio Scopitone, où Brigitte Lecordier enregistre ce matin-là, les ingénieurs et producteurs semblent perplexes au sujet de l'IA. Alors la comédienne vient mettre son petit grain de sel. Si on légifère pas assez vite, tous les petits studios comme les vôtres risquent de disparaître aussi. Tout le monde est touché quand même par ce truc. On peut dire on s'en fout, mais on s'en fout pas tant que ça, voilà. Des États-Unis à la France, les grèves et les manifestations des artistes ont eu quelques effets, mais les progrès technologiques sont prodigieux et l'aspect artisanal pourrait bien disparaître, entraînant avec lui une grande part d'humanité. Elle dirige les magazines et les documentaires au sein de A Productions, une société reconnue pour ses programmes ambitieux et innovants. À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse les modes de fabrication des images et des récits, elle s'interroge et elle agit sur la place de ces nouveaux outils dans les documentaires. Elle est notamment à l'origine du Masque de Fer, une série documentaire qui sortira en février 2026. Et Nora Contant est avec nous. Vous allez bien ? Très bien, merci pour votre invitation. Mais avec plaisir. Le Masque de Fer sort en février 2026. Comment vous avez utilisé l'IA dans cette série documentaire ? Comment vous avez imaginé de l'utiliser ? Oui, alors nous on a commencé la production il y a à peu près 1 an et demi, à un moment où l'IA c'était plus du test, regardez, on s'amusait un peu, c'était gadget l'IA. Aujourd'hui c'est différent. Et donc nous on s'est dit, nous on va assumer la reconstitution historique totalement en IA et on va fabriquer ces images de reconstitution historique, en plus sur du temps long, parce que c'est une série de 4 épisodes de 30 minutes, donc les reconstitutions, ça correspond à peu près 110 minutes. D'accord. Et on n'a pas dit, regardez, c'est un gadget. On a dit, nous, c'est un outil. On l'a intégré comme un outil de fabrication. D'accord. Pour faire des séquences de reconstitution qu'on n'aurait pas pu aborder en termes de coûts en reconstitution classique. Et donc, on y a été comme ça. Alors, je propose qu'on regarde des images. Bien sûr. Et puis, on continue d'en parler juste après. C'est à Paris, le 18 septembre 1698, qu'est arrivé à la prison de la Bastille l'un des prisonniers les plus énigmatiques de l'histoire de France. Enfermé 34 ans dans les prisons du royaume, son identité est restée secrète. Il est celui que l'on nomme l'homme au masque de fer. Bon, si on n'avait pas reconnu l'histoire, maintenant on sait de quoi on parle. Voilà. L'homme au masque de fer. On le voit là, on a l'impression d'y être finalement. Oui, c'était ça ce que vous vouliez, l'impression d'y être ? Oui, alors ça me fait plaisir et je pense que les réalisateurs vont être ravis. Ce qui était important pour nous, c'était surtout d'être juste historiquement. C'est d'avoir cette capacité à embarquer le téléspectateur dans une fresque historique qui peut quand même concurrencer de grandes fictions. En tout cas de changer du docu-fiction classique et d'avoir effectivement cet effet cinéma. C'est la première fois, je pense quand même, que dans le documentaire, on a cette capacité à faire de la reconstitution de cette qualité-là. D'habitude, on travaille avec la 3D. Là, c'est beaucoup plus réaliste. Mais est-ce qu'on peut quand même considérer que ce qui a été créé par l'IA a une vraie valeur artistique, comme un humain qui ferait de la créa artistique ? Alors, aujourd'hui, je pense que l'IA, les outils IA, c'est un peu comme un instrument de musique. Les premières années où vous commencez à en jouer, déjà, vous devez comprendre comment il fonctionne. Une fois que vous maîtrisez l'instrument, vous commencez à interpréter. Aujourd'hui, l'enjeu déjà, c'était de faire en sorte que les personnages ils aient 5 doigts à chaque main, qui se ressemblent d'un plan à l'autre, qu'il n'y ait pas trop d'aberrations dans les arrière-plans.
Parce qu'avant, il y a quelques années, c'était un peu flou, c'était pas terrible. Je pense que sur le masque de fer, l'enjeu, c'était de garder une continuité entre les plans qui soit, en tout cas, entendable. Et surtout, nous, la vraie difficulté en documentaire, c'est que ça doit correspondre à en tout cas une période historique, à des personnages. Assez réaliste, exactement. Et il y a des historiens qui travaillent avec nous et qui nous font confiance et qui sont là. Et donc, il y a un corpus documentaire à respecter. Et ça c'est dur. Ça n'enlève rien au travail de recherche. Bien sûr. C'est pas l'IA qui fait ce travail-là. Non. Vous, des journalistes, des historiens qui font ce travail-là. Oui, tout à fait. C'est vrai que les réalisateurs travaillent avec des recherchistes, avec les historiens, font un énorme travail de corpus documentaire pour faire réunir tous les éléments pour être le plus proche possible. C'est pas de l'archive, donc il y aura toujours... voilà, mais en tout cas, c'est fiable historiquement parlant. Et est-ce que aujourd'hui, vous pensez que le public est prêt à regarder ça, à accepter ça? J'espère. En fait, je pense que ça dépend vraiment des générations. Ouais. On va voir déjà en février ce que ça va donner sur Planète Plus. En fait, c'est aussi quand même que de l'outil. Et ce qui compte, c'est d'avoir une bonne histoire. Ouais. Et à partir du moment où on embarque, et ça c'est le talent des réalisateurs, c'est de nous embarquer dans un récit. Finalement, l'image, elle accompagne, elle permet de rentrer dedans peut-être plus vite que si on avait été avec des reconstitutions avec des comédiens où forcément les moyens de faire des batailles navales, on n'aurait pas eu ces moyens-là, donc ça aurait eu un effet un peu déceptif. Ouais. Mais si l'histoire, elle n'y est pas, ça pourrait être très joli et le public ne sera pas au rendez-vous. Donc, moi, je le constate, par exemple, le public documentaire plus classique, peut-être va s'interroger, va aller chercher les erreurs de détail, des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, une génération plus jeune, moi j'ai une fille de 13 ans, j'ai testé sur elle. Ouais. Elle a adoré. Alors j'ai réussi à la garder devant un documentaire d'histoire avec des experts et des historiens qui lui racontent une histoire de France. Et bien j'ai réussi à la tenir 4 fois 30 minutes. Ouais. Mais ça, c'est un exploit. Et tant mieux si on réussit. Donc elle a eu la chance de voir les 4 fois 30 minutes. Exactement. Elle a eu la chance. Au début, c'est pas forcément de la chance, c'est plutôt se voir infliger les films de sa mère. Mais en tout cas, elle a compris, elle a aimé. Et voilà, elle n'a pas eu de réaction de rejet par rapport à l'IA. Bon, c'est un premier signal. Ouais. Si on élargit un petit peu, certains disent que l'IA va être un outil au service de l'artiste. D'autres disent que c'est plus un concurrent, une concurrente. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans tout ça? Alors, moi, je parle par rapport à mon genre, ma partie, ce qui est le documentaire, le réel. Et donc, pour moi, c'est un outil formidable parce que, pour la première fois dans l'histoire du documentaire, on va pouvoir justement offrir aux spectateurs la force de la fiction et pour raconter l'histoire. Et Dieu sait que c'est important de ne pas perdre la mémoire. Et d'utiliser des codes de divertissement, de grands spectacles, pour transmettre des choses qu'on ne doit pas oublier, c'est essentiel. Et donc, pour moi, c'est formidable. C'est vrai que par contre, il y a des professions pour lesquelles il y a une vraie inquiétude. Ça peut faire peur. Oui, bien sûr. L'animation, ont d'autres enjeux. Pour nous, producteurs de documentaires, à partir du moment où on garde une éthique et qu'on sait où on met nos limites et on reste dans notre rôle de transmission, c'est un outil formidable. Ça veut dire une charte chez vous, tout au sein à fait, de votre société, pour bien sûr, ne pas aller trop loin, ne pas avoir de dérives? Alors, dès le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on pose une charte et qu'on pose aussi une méthodologie de travail qui permette de vérifier à la fois les sources, ce qu'on sort, la fiabilité historique et de pouvoir s'inscrire là-dedans. Donc oui, après, c'est sûr que il y a des choses on travaille avec des comédiens. Parce que l'IA sait reproduire, mais elle ne sait pas faire de vibrations. L'IA n'est rien sans son humain, ça je le dis toujours. Et ça, c'est des comédiens pour la voix. Par exemple, sur Le Masque de Fer, c'est Pierre-Alain de Garrigues, grand comédien de doublage, qui incarne Louis XIV. C'est Louis XIV qui raconte son histoire, car lui seul sait qui est le Masque de Fer. Exactement. Mais on a des compositeurs, et ça, ça reste quand même un procédé les process de production. Nous, on applique les mêmes. Finalement, l'outil est un service
C'est un outil au service des réalisateurs et des histoires qu'ils ont envie de raconter. Ça nous permet de raconter des histoires qu'on ne pouvait pas, qu'on mettait de côté. C'est important ce que vous dites, il faut bien le garder en tête. Merci, merci beaucoup d'être venu. On rappelle, Le Masque de Fer, donc une série documentaire qui sort en février sur 2026, Planète+. Sur Planète+. Voilà, 4 épisodes pour essayer de comprendre et peut-être connaître enfin l'identité du Masque de Fer. Je vous laisse regarder. Un jour, peut-être au mois de février. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci plateau. À vous. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur 20minutes.fr. Likez, partagez, commentez et puis évidemment revenez nous voir la semaine prochaine au même endroit à la même heure.